Il s'agit de Miguel Palacín Quispe, le leader de la coordinatrice andine des organisations autochtones du Pérou. Il y aura également Sandra Torlucci, qui est malheureusement n'a pas pu venir, mais à sa place, il y a Daniela Perrota, qui est la secrétaire des vinculations de l'Université nationale des arts. Et enfin, nous allons écouter Kauli Kamsko, qui est le conseiller technique du secrétaire général de l'OCS et directeur du bureau de culture. Et cette table ronde sera animée par M. Rodolphe Amaoui, secrétaire de culture de l'Université d'Avellaneda. Merci beaucoup. Bon après-midi, enfin, pour tous et toutes. Et là, nous allons, ici, c'est ce que nous allons ajouter à la première table ronde. Quel est le rôle de la culture dans tout cela? Et sans doute, elle joue très fort, ou en tout cas, elle devrait le faire. Et ici, on aurait dû avoir notre ami Corsi. J'ai dit ami, je ne l'ai pas connu personnellement, mais moi, je considère que je suis ami après 4 mois de Zoom. Et presque, enfin, on a fait 2 ou 3 par semaine de cette rencontre avec Hannibal. Et on a déjà mentionné, c'est là le fait malheureux pour lequel il n'est pas ici physiquement, mais il est en tant qu'image, n'est-ce pas? Il y a une vidéo enregistrée par Corsi. Si vous éteignez la lumière, s'il vous plaît. Nous les briserons. Petite planète, nous traverserons les vents du désert. Nous les vaincrons en soufflant notre chant. Petite planète, nous irons. Portons dans nos gorges serrées le requiem de l'innocence. Nous irons à l'assaut de vos fortunes. Nous irons à l'assaut de vos rapides. Nous irons chercher la graine de souris. Aïe, 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 aïe. Nous irons. L'homme ensanglanté sur vos grilles. Nous irons au-delà de Melilla, au-delà de Ceuta. Nous irons au-delà de la terre. Parce que la terre est aussi notre terre. La terre a déjà été conquise.
la terre a déjà été conquise. Il ne nous reste plus qu'à l'habiter. Hermanas y hermanos, camaradas Chers amis, del mes coloquio camarades du Gran colloque Sur en Grand Buenos Sud Aires, au Buenos Aires, les quiero je tiens saludar à vous con saluer esta canción, avec notre chanson Melilla y Ceuta, de los Ilia inmigrantes. Ceuta, les immigrants. Son unas imágenes Ce sont des images y sonidos desde el sur que nous recevons y du que ya Mexique tienen cerca de et 20 qui, años. elles ont presque 20 ans. Saludarles Je tiens à desde vous la saluer tierra de depuis la Etiopía, terre de l'Éthiopie, donde parece où on a l'impression que el ser humano que l'être se humain, levantó para il s'est levé caminar pour marcher hacia pour los marcher confines de la vers les tierra. confins de la terre. La tierra La terre, es nuestra madre, c'est notre y mère somos sus hijas et nous y sommes sus ses hijos. enfants. La La terre ya ha sido a déjà conquistada, été es lo que se conquise, dice. c'est ce qu'on dit. Lo único que nos queda C'est la es seule chose habitarla. que nous devons faire, c'est de Lo l'habiter. inacceptable C'est es que c'est algunas inacceptable que personas certaines se personnes esfuerzan font l'effort por querer afin de apropiársela vouloir y s'approprier impedir de la a terre los et demás demander aux autres caminar, avanzar. de marcher et d'aller de l'avant. Estas personas, Ces personnes, los que olvidan, ceux qui es que oublient, si los seres humanos c'est que si tienen les êtres pies, humains ont des pieds, es para c'est caminar. pour marcher. Y si tienen ojos, Et s'ils ont des yeux, es para c'est mirar pour regarder el horizonte l'horizon de su sueño y caminar de hacia leurs el rêves cielo et y marcher el mar, vers le ciel et la mer, hacia la nieve o el vers desierto, hacia le la désert, vers la forêt selva o la montaña. et la montagne. A pesar de todo, Malgré tout, me gustaría j'aimerais bien compartir con ustedes partager algunas avec palabras vous quelques mots en torno de una autour d'une réflexion que j'ai co-crear titulée la sagralidad Co-créer de lo la político, sacralité du el politique, significado comunalista, le sens, y eso en el et marco ça dans le del panel, cadre du panel en que se trata de la dans lequel integración on cultural aborde sur-sur. l'intégration culturelle sud-sud. Compartiré entonces Je vais con partager avec ustedes vous tres donc momentos de 3 moments manera corta y también de façon courte un poquito confusa, et un petit peu hablando de cultura, confuse. de arte, de Si l'on cuerpos, parle de sagralidad culture, política y d'art, con un du territorio corps, de predilección avec que un es nuestro critère Gran Sur. Empezaré con de una prédilection litanía de du Grand Sud. preguntas Je vais commencer avec y preguntas des questions que tampoco estoy seguro que et que tendrán je ne suis pas sûre si elles respuestas, auront pero des que réponses, deben de estar. mais elles doivent être présentes. ¿Qué culturas, Quelle culture, qué prácticas quelles pratiques artísticas artistiques en estos tiempos en de ces confusión contextes de confusion et d'objets culturales culturels no identificados? doivent être identifiés. Quelle culture, En un mundo dans un monde globalizado, globalisé, donde los vertiginosos où les vertigineux déséquilibres sociaux s'installent, insidiosamente, donde los microcosmos sociales se descomponen, donde hordas de où personas des sin techo, gens, il sin y a comida, des sin quantités trabajo, de sin gens dignidad, sin sans futuro, logement, emigran sans futur, sans argent, así sin cesar. et là, sans cesse. ¿Qué culturas Quelle en culture un mundo dans un monde donde reina en su máximo esplendor la on zombificación voit del la hombre signification por el de mercado, l'homme par un les mundo marchés, donde el otro mismo es un espectador, monde consumidor pasivo y lobotomizado, pavloviano, adicto a los productos del mercado, incapaz de cualquier juicio crítico y de reacción, hasta el punto de que la máquina et on est arrivé à un moment où la con sus machine, gradientes simbólicos, avec sus ses symboles, ejércitos ses represivos, armées de répression, se exercen sobre él. sont sur cet homme. Lo que necesitamos Donc es la nous integración avons besoin cultural, de l'intégration culturelle, sur-sur. sud-sud. Y para Et nosotros pour nous, es un imperativo c'est un político. impératif politique. Lo es, porque Et cela, c'est comme nos ça, permitirá reconocer parce nuestras que culturas, nous devons connaître nos cultures, redescubrir su valor redécouvrir y leurs encontrar valeurs sus et raíces, trouver los leurs puntos de racines, convergencia, les points de sus convergence, cruces de caminos, les pero también croisements los de chemins momentos et aussi en que les se moments où separan ils se séparent en la encrucijada dans ces para volverse a encontrar de nuevo. croisements pour se retrouver Nos plus tard. permite saber Il apreciar faut savoir lo que somos apprécier nosotros ce que mismos, nous sommes nuestras nous-mêmes, nos identidades, identités, nuestras alteridades. nos altérités.
l'intégration culturelle sud-sud va vous permettre de découvrir les choses multiples qui célèbrent, qui va nous permettre de voir des modèles organisationnels dictés par les institutions. Cela va nous permettre de construire, parce que nous serons beaucoup. Exigir la movilidad de Le fait nuestros de vivre investigadores, la mobilité de de nos nuestros chercheurs, de nos artistas, de artistes, nuestros de pensadores. nos penseurs. Nos permitirá Cela va nous permettre de construire des politiques culturelles authentiques et qui vont donner les dos au dictat du monoculturalisme et qui vont intégrer la culture, l'éducation et les pratiques artistiques. L'intégration culturelle sud-sud va nous permettre de récupérer nos espaces intersectionnels qui sont plutôt la réunion de différentes approches artistiques et humanistes, loin du mercantilisme qui ne permet pas de construire des savoirs. Et là, l'humanité entière qui devrait s'approprier de notre histoire afin que les morts ne soient plus dans le silence et pour rien. Nous vous souhaitons aussi cette dynamique pour l'avenir. Ça veut dire qu'il sera la construction d'un cadre plus humain où les enfants auront les besoins de vivre, de créer, d'inventer le futur et d'exister. Et peut-être et de cette façon, on pourra intégrer directement les transcendances et la théologie qui est constituée par l'État totalitaire, incluidas las religiones, el capital y la tecnociencia. Todo eso que destruyen sistemáticamente los cuerpos. No olvidamos que todas las il ne civilizaciones faut pas oublier que toutes les civilisations enterrados en ella ont fundamentos des fondements que en la hora de la qui, dans decadencia, l'ère de la pueden décadence, resurgir peuvent en un impulso de creatividad resurgir y de supervivencia para irrigar la renovación, la potencia popular. El desafío será entonces devolver le défi sera territorio y sentido Pardon, a la mais cultura, c'est très difficile de a la comprendre palabra y al cuerpo para les sons de la vidéo. lo que es la sagralidad de lo político, es decir, el sentido Ça veut dire comunalista. pour récupérer l'essence communautaire. Muchas gracias Merci por su beaucoup atención. de votre attention. Alors, nous avons eu un tout petit peu Cursi. Merci Cursi. Alors, juste quelques points pour placer quelques thématiques de réflexion sur la culture et l'intégration sud-sud. La première chose que je tiens à dire, c'est que la culture, c'est une question dangereuse. Nous devons rompre l'idée de rendre ça romantique, de penser que c'est seulement un câlin pour l'âme ou des choses comme ça. Et il faut fixer la culture comme un champ de disputes politiques, de sens. Les néofascismes contemporains comprennent ça clairement et ils nous mènent vers ces champs de la bataille culturelle qui est tout simplement le fait de faire face à des modèles du monde où la culture va configurer ses sens communs. Donc,
L'art, c'est une beauté incommensurable, mais la culture a aussi un effet dévastateur sur les consciences quand elle est appliquée pour renforcer la domination. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas faire ce qu'on ne connaît pas. La société du spectacle travaille dans ce double sens de fragmenter des cultures, des identités, des peuples pour les rendre dans l'unité du spectacle qui produisent d'autres. L'articulture peut recomposer les liens que le spectacle démonte. Quand Clini disait une phrase très belle, il faut savoir nous raconter, c'est fondamental pour que les autres tiennent compte de nous. Nous devons récupérer cette capacité pour que nous puissions conter nos histoires du Sud-Sud et qu'elles ne soient pas racontées par Hollywood. Enfin, par exemple, la vie de Evita, de Cléopâtre ou de Che Guevara. Troisième, c'est construire une cartographie où on puisse se reconnaître. Selon Diego Ventura, ces cartographies doivent défier les représentations dominantes du monde. Et nous devons dessiner encore une fois. L'autre fois, c'était surprenant dans une classe de une classe de tourisme quand on montrait la carte traditionnelle de l'Argentine et la carte contemporaine où on la place dans les continents antarctique. C'est un autre monde, c'est une autre Argentine, enfin, c'est une autre relation espace-population. Ces cartes, il faut reconstruire. Quatrième point, c'est décoloniser les connaissances, éduquer dans la diversité, chercher de nouvelles épistèmes qui intègrent les cultures, rompre avec cette dualité sur laquelle on a construit l'Occident. À séparer la pensée de la sensibilité, monde de la raison, et apporter cette phrase si belle qui est le senti-penser. Enfin, nous devons beaucoup apprendre des cultures ancestrales, n'est-ce pas, dans ces logiques. Cinquième, actualiser la pensée critique sur les industries culturelles. Je pense que ça ne suffit pas de comprendre son caractère totalisateur, schématique de la diversité. Il faut chercher les ruptures. Les milliers de projets de production culturelle ne sont pas assujettis aux logiques du marché. Créer des réseaux, des plateformes pour la circulation et l'échange des cultures de nos pays. On l'a fait cela. On l'a fait en 2013. On a créé les Mix Sud, 10 pays de l'Amérique du Sud. On s'est mis ensemble, on a créé un marché, un croisement des projets, un croisement d'artistes. Et cela est possible. Et on a continué à le faire tous les 2 ans. On fait ça tous les 2 ans en Amérique latine. Pourquoi on ne peut pas le faire dans une transversalité sud-sud plus large, n'est-ce pas? Et penser au nouveau sensorium. 6. La technologie ne fait pas penser seulement aux nouveaux dispositifs, mais à de nouveaux modes de perception et de langage. Les modèles d'intelligence artificielle cherchent à coloniser notre lien avec les choses, la forme avec laquelle on connaît et on est éduqué. On est obligé à trouver des formes pas seulement critiques et de régulation, mais aussi de penser ces nouvelles sensibilités qui sont les champs d'action de nos politiques. Et enfin, je tiens à citer 2 phrases d'un penseur argentin. Pour les collègues qui nous visitent, nous les conseillons, Nicolas Casullo, qui a dit « Si nous ne sommes pas capables de trouver les mots pour nommer les nouveaux d'une époque, nous ne serons pas d'autre chose que des passifs acteurs d'un temps qui ne sera pas le mien. » Et enfin, je finis avec une autre phrase de Nicolas. « Il ne faut pas penser depuis la politique le champ de la culture, mais au contraire, il faut penser la production culturelle comme une planète où la politique lutte pour sa vie entre sa fin et son redébut. Avant de passer la parole à mes collègues, je vais mettre un symbole dans cette table qu'on l'a vu ici, d'unité et de courage. Une accolade. Par exemple, l'accolade du président Lula et l'ex-présidente Cristina Kirchner. Je crois que c'est un symbole de courage et d'unité. Alors, je passe la parole à mes collègues.
Daniela Perrotta, amie de l'université. Elle a toujours lutté pour l'éducation. Elle a été secrétaire de lien des universités de l'Université nationale des arts. Et je ne suis pas artiste, donc depuis cet endroit, je veux parler. Premièrement, merci à l'UNDAV. Ici, je suis chez moi, je suis en famille, je suis parmi des amis et ça m'encourage à réfléchir autrement. Et je vais mettre la casquette de professeur interrégional. Le panel précédent est un matériel pour cet appel à l'intellectualité que M. Mansour l'a fait. Donc, s'il vous plaît, faites-le, c'est urgent. Et premièrement, je vais juste saluer de la partie du doyen Sandra Torluce de l'Université nationale des arts. Elle regrette de ne pas être là. Elle a eu un souci de santé dans la famille. Elle a une mère âgée. Elle a été hospitalisée d'urgence. Donc, c'était compliqué pour elle. Donc, moi, je venais juste pour l'entendre. Et du coup, je suis la représentante, la porte-voix. Et je vais parler de mes responsabilités. Chacun d'entre nous a exposé, a dit l'endroit ou a raconté l'endroit où on parle. Je suis professeur d'une université particulière, qui est l'Université nationale des arts, qui associe tous les langages artistiques dans une même institution, qui a 100 ans, au plus de 100 ans, oui, et que 10 années du bicentenaire. Cette université ici n'a que 10 ans, donc, mais on peut s'entendre quand même. Et aussi pour positionner l'endroit de la parole en tant que militante de l'interaction régionale latino-américaine. Ça fait beaucoup d'années qu'on a commencé ce chemin avec des collègues pour lutter pour l'intégration régionale des universités et aussi depuis des différents espaces de formation. Pourquoi je dis tout cela? Parce que je ne vais pas vous trahir, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, donc je vais parler de l'intégration culturelle puisque c'est mon domaine et j'ai une déformation professionnelle puisque je suis ici dans cette université qui a transformé ma vie, puisque l'art transforme la manière de penser, d'agir, la manière de faire face au monde et nous aide à penser les problématiques autrement. Mais pourquoi je parle d'intégration régionale? Parce que parfois, si on fait le lien avec le panel précédent qui était fantastique, qui était judicieux, qui nous a invités à réfléchir, où il y avait plein de maîtres et maîtresses. Et qu'est-ce qu'on peut en apporter de plus? L'intégration, c'est l'un des outils des peuples. Et il ne faut pas l'oublier. Moi, je l'avais noté. C'est M. Mansour qui l'a dit. C'est en effet un outil qui ont le peuple pour parvenir, sans être complètement pragmatique, pour atteindre, pour toucher deux questions qui, en Amérique latine et aux Caraïbes, ce sont des sujets urgents, des points urgents qui ont toujours été urgents tout au long de l'histoire, depuis qu'on est constitué en tant qu'État, des États indépendants jusqu'à aujourd'hui. Et, petite parenthèse, l'année prochaine, se fera 200 ans du Congrès du Panama, donc cela mérite de repenser toutes les questions d'intégration. Quels sont les deux éléments qui nous caractérisent en tant que région, qui sont utiles aussi pour comprendre la région arabe, la région africaine, en termes de constitution de région? D'un côté, le fait d'être sur le même territoire continental que les États-Unis a fait que tout au long de l'histoire, on a cohabité avec une puissance hégémonique et c'est pour cela que la quête de l'autonomie a été toujours présente dans la pensée latino-américaine et dans tous ces projets politiques qui ont cherché à être au service des peuples. Et ici, on fait une petite différence de tout ce qui venant de relations internationales. La souveraineté, c'est un attribut des États, mais l'autonomie implique aussi de pouvoir mener en avant la gestion propre de nos politiques en étant des États souverains. Ça n'a pas été présent tout au long de l'histoire, mais c'est l'un des outils pour pouvoir atteindre, parvenir à l'autonomie et elle a été historiquement une invention propre de la région en termes de construction des théories. Je parlais avec mon collègue de
RDCC, l'intégration régionale. Et le deuxième problème, sujet et défi qu'on a aussi, qu'on partage dans cette idée de partager plusieurs points, c'est la question de à quelle école de pensée on appartient ou quel degré de dépendance ou de développement, quel est le problème lié au développement. Et l'intégration régionale aussi a été l'un des outils que nos peuples ont eu lorsqu'on avait des projets politiques qui ont accompagné la pensée des peuples et qu'on a mené en avant. Cela, c'est pas Daniela Perrotta qui le dit, mais un sociologue qui s'appelle José Paradiso et qui parle de cette idée de l'idéal unificateur en Amérique latine et cette pulsion d'intégration, puisque c'est un rapport avec ce qui naît de nous, une pulsion pour l'unité. Il y a d'autres auteurs qui vont dire l'Amérique latine est une nation de déchets et on va constamment chercher à résoudre ces questions-là. Il faut penser l'Amérique latine et il faut penser aussi d'autres régions qui cherchent l'émancipation au niveau politique, au niveau épistémologique, et tous ces éléments peuvent être d'utilité. J'ai aussi dit que l'intégration régionale, c'est l'un des outils des peuples et que parfois dans notre histoire, les peuples ont coïncidé avec leur gouvernement ou ont eu la même couleur, le même visage. Deuxièmement, il y a deux questions intéressantes de traiter aujourd'hui pour penser le rôle de la culture dans tous ces processus. C'est les régions ne font pas partie d'une géographie exclusive. C'est pas la région de l'Amérique latine, la région Afrique telle qu'on l'apprend à l'école ou la région Argentine, la région de l'Argentine, la Pampa, la Patagonie, etc. Les régions, il y a un composant géographique, sans doute, il y a un composant de limites, de délimitation, mais lorsqu'on passe à l'intégration régionale en tant qu'outil d'émancipation des peuples, ce sont des constructions essentielles. On construit socialement et donc on a des projets politiques de la région qui sont en dispute tout le temps et il faut pas le négliger. Il faut pas négliger l'intégration régionale. C'est une dispute. On est en train de lutter, de nous battre pour savoir comment on veut être positionné, à qui on veut se rassembler. Monsieur Mansour le disait, passe pas depuis l'opposition, mais sur la réaffirmation de ce qu'on est. Et deuxième élément qui est lié à tout ce qui précède, c'est que l'intégration régionale ne se fait pas avec de pair. Il y a un composant ou des éléments qui font que nous tous, on peut confirmer plus facilement tout un processus d'intégration, par exemple en Amérique latine, tout ce qui est en rapport avec la langue, le défi, etc. Mais l'intégration se fait surtout dans la diversité. Et c'est là, et je suis entre normative, théorique et pragmatique ici, c'est le fait de chercher tous ces points en commun, ces dénominateurs en commun, pour arriver à avoir une intégration régionale. Et là, il y a un composant fondamental. Pendant longtemps, on nous a dit que la réponse à pourquoi on s'intègre est un rapport avec les économies à échelle, avec la prévision en termes d'investissement pour les cadres juridiques qu'on a créés lors de l'intégration, surtout l'intégration des États. Mais l'intégration régionale commence à avoir des failles lorsqu'il n'y a pas un composant d'unité qui aille au-delà de cet intérêt économique, par exemple. C'est un rapport avec la possibilité de pouvoir construire un récit de pourquoi c'est important d'être unis et comment on construit cette importance de pourquoi on doit être rapproché. Il y a un composant d'intégration sociale et culturelle qui ne peut pas être laissé de côté. Le projet d'intégration régionale qui, tout au long de l'histoire tragique de l'Amérique latine, parfois tragique, parfois pas, qui n'ont pas incorporé la question de l'intégration culturelle et des constructions d'un récit de pourquoi c'est important d'être unis. Ça n'a pas marché. Il y a une question de construction d'identité qui est éminemment un champ d'action de la culture et des universités, puisque ici, et il faut que je le dise, et les universités font beaucoup aujourd'hui. Donc, cela me mène à un troisième point. J'ai parlé des universités, j'ai parlé des arts, j'ai utilisé le mot culture plusieurs fois. Quel est l'état de l'intégration régionale d'aujourd'hui? L'intégration régionale menée par les États est divisée
C'est le résultat des processus de polarisation. Il y a 10 ans, on parlait de l'axe atlantique bolivarien et un axe pacifique plus efficace. Aujourd'hui, ce processus n'est plus là. Il y a eu tout un processus de fragmentation. Et voilà, on va faire les liens avec le panel précédent. C'est un rapport avec le processus mondial qu'on est en train de traverser. L'ordre mondial libéral est en crise, l'intégration aussi est en crise. Ou l'intégration telle qu'on la connaissait est en crise à cause de ce processus-là. Et par où passe l'intégration régionale aujourd'hui? Ici, par les acteurs. Et c'est là que je reprends l'idée que c'est un outil des peuples. Face à l'échec de projets politiques, et surtout avec cet apogée des droites de la région, qui ne cherchent pas à favoriser ou qu'ils essayent de supprimer les processus d'intégration régionale, des ERCOSUR, ENASUR, etc. Aujourd'hui, l'intégration régionale se passe au travers des acteurs. Ce sont qui? Ce sont les universités, ce sont le réseau des gesteurs culturels, le réseau de militants, des travailleurs ruraux, des gens qui travaillent et s'articulent au-delà de problèmes de l'intégration régionale formelle ou de l'État ou conduite par les États. Et il y a beaucoup d'exemples que je pourrais citer. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'Assemblée, la conférence du Conseil latino-américain des sciences sociales. Là, il y a eu un exemple d'intégration régionale qui marche bien. Cette activité aujourd'hui, c'est un premier pas au deuxième, troisième, mais que ça existe, que ça ouvre des espaces d'échange. Un autre exemple, parce que je pense que cela nous permet de construire des différents sens autour du pourquoi on doit s'intégrer. Et je vais un peu ne pas être d'accord avec M. Mansour sur un point, il disait que les projets d'intégration régionale n'ont pas été stables. En effet, ils n'ont pas été stables, mais ceux qui sont conduits par le peuple sont ceux qui ont le plus de stabilité au-delà de tous les problèmes qu'on a actuellement. Et maintenant, juste un dernier point pour lancer la réflexion sur la question culturelle. Je me pose une question et en tant que professeur d'intégration et en tant que participant de réseau universitaire et culturel de la région latino-américaine et qu'on dialogue il y a peu avec l'Afrique, avec le monde arabe, c'est quelque chose de très récent, c'est pas de longue date, même s'il y a des collègues, des processus qui ont un certain temps déjà, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose de récent. Il faut pas penser différemment comment construire l'intégration régionale, parce qu'en effet, cet outil que les peuples ont eu pour construire l'intégration régionale en Amérique latine, on a remis en question l'essence depuis la théorie et la pratique, toujours le Nord ou l'Occident, entre guillemets, ou ces gagnants de l'ordre mondial libéral, surtout après la Deuxième Guerre. Ils nous ont dit comment nous intégrer. Il fallait commencer par l'économie, par là, etc., machine. Voilà, qu'il fallait juste inclure la société en tant qu'espace pour légitimité, c'est ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, cet Occident-là est en crise et je me demande si on peut demander à ces processus d'intégration régionale formelle conduits par les États exactement le même qu'on leur demandait il y a 10 ans quand on avait, jusqu'à il y a 10 ans, quand on avait des projets politiques de la région qui accompagnaient ce projet politique régional. Je pense que la réponse est oui, mais depuis la lutte épistémologique que le Sud va ouvrir depuis le temps. Et on va le faire si on peut récupérer l'idée que l'intégration est un outil au service des peuples, que les peuples leur donnent du sens. Et qu'est-ce qu'on comprend depuis le Sud en tant qu'idée de développement? Et je pense que cette intégration régionale, alors, ce n'est plus une intégration régionale formelle conduite par les élites. L'intégration régionale, tout au long du temps, surtout quand on pense dans les cadres qui nous ont été imposés au niveau épistémologique et politique, je ne sais pas, la Banque mondiale, mais tout un ensemble d'acteurs qui ont lutté pour une intégration, par exemple l'Union européenne, mais aussi
d'autres, les accords de Marrakech, la conformation de l'Organisation mondiale du commerce, etc. Mais tout cela n'a jamais suffi, nous a mené à des échecs. Et je pense que cette idée de retourner à l'idée d'intégration régionale des peuples nous permet de penser d'une manière anticoloniale, anti-impérialiste et aussi féministe, pourquoi pas, parce qu'il y a d'autres réseaux de tous ces peuples qui est habillé en femmes et qui sévissent. On peut le construire d'une autre manière et ne pas penser seulement à la géographie. Et je fais les liens avec les Grands Sud. Aujourd'hui, il parlait du pragmatique. Je ne sais pas comment le dire, n'est-ce pas? Mais M. Mansour l'a dit d'une manière piquante. Pourquoi pas? Il y a les Grands Sud qui existent. C'est quoi? C'est une déclamation? On le dit quand on est là et c'est tout? Non, je pense qu'on peut passer de l'idée que les Sud, c'est pas une question géographique. Les Sud se construisent. Et comment construire les Sud? Je pense que ici, dans la construction du Sud, on peut créer depuis les arts, depuis l'intégration culturelle, depuis l'intégration universitaire, des communautés de pratiques qui vont tensionner, mettre de l'attention sur les idées d'intégration régionale et pouvoir créer aussi tout un récit de pourquoi c'est important d'être unis, de pourquoi c'est important que l'intégration ressoude des problèmes liés au développement. C'est quoi le développement? Comment est-ce qu'on entend le développement? Quels sont nos problèmes en commun dans la région avec d'autres régions? Et ici, je pense que l'un des éléments clés, c'est de pouvoir associer le regard pragmatique avec le regard des normes par rapport à l'intégration régionale. Pragmatique parce que c'est intéressant pour nous de le penser de manière ensemble, conjointe, mais aussi dans le sens de pouvoir construire un récit de région, une possibilité de région qui nous concerne tous et toutes. Et je pensais à l'exemple du café, je l'ai noté quand je l'ai entendu, n'est-ce pas? Tout cela qui nous rassemble au niveau culturel, mais aussi la question de la valeur culturelle, la valeur symbolique et la valeur économique, n'est-ce pas? Et toi, tu le disais très bien, beaucoup mieux que moi, parce que je ne suis pas une experte au niveau culturel, mais je pense qu'il faut repenser aux industries culturelles qu'on peut créer au niveau de la région qui va nous permettre de construire des régions et de penser des questions d'intégration régionale et culturelle, les Mercosur culturels, qui est la région qui nous rassemble, les Latino-Américains du Sud, parce que dans l'Amérique latine aussi, nous, on est des Sud-Américains, et dans la Sud-Amérique, Mercosud-Américains, et tout cela a été utile pour pouvoir mettre sur le tapis, pour penser des politiques régionales, les changements, les transitions régionales, mais aussi, encore une fois, tout cela est resté un peu limité ou pris par d'autres dimensions du processus de l'intégration régionale, parce que c'est là, toutes les questions sociales, les questions culturelles, à l'exception de quelques moments ponctuels avec un gouvernement favorable, n'ont pas été prises en considération. Et tout cela implique des reculs à l'heure des changements de gouvernement. Je pense que le saut qu'on doit faire, c'est pouvoir ancrer tous ces processus d'intégration formelle avec l'intégration des peuples et avec des organisations comme celle-ci. Les universités vont au-delà des États, vont au-delà des projets politiques. Les industries culturelles qu'on pourra créer dans la région et articuler au-delà des frontières vont aussi au-delà du rôle des États. Bien entendu, après, on a les droites qui vont nous rouler dessus et voilà, et on sait c'est ce qui se passe après, mais il faut être optimiste, même si c'est très difficile. Moi, j'ai du mal à être optimiste en ce moment de l'Amérique latine, en ce moment d'intégration régionale, mais je pense que on peut construire ce chemin, ces solidarités croisées entre nous et avec d'autres régions pour que, lorsque le peuple auront récupérant de gouvernements qui vont être plus un reflet de peuple, vont avoir une base pour pouvoir avancer dans l'intégration d'une manière un peu plus stable, que c'est ce qui réclamait le panel précédent. Donc, je m'arrête ici parce que je ne suis pas experte dans les arts.
Alors maintenant, je voudrais passer la parole à Miguel Palacinquiste, qui est le leader de la coordinatrice andine des organisations autochtones et promoteur du concept du bien vivre péruvien. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je me mets ici. D'accord, comme ça je peux voir sans problème les diapositives. Ça va? Vous pouvez bien voir. Bonjour à tous. Bon après-midi, enfin, ici. Voilà. Je vous apporte les salutations des peuples autochtones. Moi, je suis péruvien, je suis quechua. Et je tiens à remercier l'invitation. Et après avoir écouté les paroles de ce matin, je suis enthousiasmée. J'ai marché pour plus de 25 ans par les peuples du Pérou, de l'Amérique latine, en construisant tous ces processus quand il y avait une effervescence. Mais à cause de la criminalisation et d'autres choses, on a diminué un peu. Je ne suis plus venue depuis 10 ans, mais depuis, à partir du moment que j'ai écouté ce que j'écoutais, j'ai eu l'impression que je ne suis pas seule. Et c'est ce qui nous manquait, c'est de nous réintégrer et pouvoir marcher. Donc, je vais commencer en disant que les peuples autochtones, nous ne sommes pas l'objectif de la démocratie ni les compléments du paysage. Nous sommes des peuples vivants. Nous marchons tous les jours. Nous sommes vivants et nous faisons ce qu'on a toujours fait dans nos territoires. Nous avons fait attention et on a pratiqué la cosmovision, le sentir, la chaleur, l'enthousiasme est toujours à côté de nos peuples. Et encore, surtout aujourd'hui, quand on écoute que ce processus d'intégration qui va exister et qui est dans beaucoup d'espaces, on est en train de construire. Nous avons un forum autochtone de la Villa Yala et on va avec les caucus autochtones dans les forums des Nations Unies. Les miens, comme c'est la COICA qui est amazonique, le CIMA qui est de l'Amérique centrale, et le SICA, c'est une autre organisation, et l'ONIC de la Colombie, parmi d'autres. Nous faisons, et c'est ce qu'on est arrivé à avoir les droits de la mère terre et d'autres choses qui s'ignoraient avant. Alors aujourd'hui, je suis venue à vous présenter une vision des peuples qui travaillent et qui deviennent universels dans beaucoup d'espaces. Il y a des États qui ont adopté cette thématique du bien vivre. D'accord? Alors, commençons. Et nous tous, nous pouvons voir qu'on a une crise climatique, notamment l'Amérique latine. Il y a les glaciers les plus grands du monde, notamment dans 5 pays. Nous concentrons les glaciers les plus importants des dernières années qui ont diminué et comme conséquence du réchauffement climatique. Et cela a signifié l'accumulation des glaces au détriment de la diminution de la production et souvent en provoquant des catastrophes dans les territoires des peuples autochtones.
Mais comme on a signalé, pour nous, la politique néolibérale et hégémonique est en crise économique. Et pour sauver ces crises, ils doivent être dans nos territoires, en exploitant nos ressources, en accumulant des richesses ou en nous regardant en tant que marché. Et c'est ce qu'on a dit ce matin, c'est que les crises financières font concurrencer les États pour la croissance économique. Chaque pays est en concurrence pour voir combien est le PIB et la vente à l'étranger. Et les pays exportateurs des matières premières doivent donner les territoires où il y a les ressources stratégiques dont le monde a besoin aujourd'hui. Et dans tous ces processus, à tous et à toutes, on a vécu la Covid et on a dû faire une pause. Parfois, c'était un bonheur parce qu'on a pu récupérer la nature comme elle était. À ce moment-là, les oiseaux sont sortis, les poissons étaient partout, mais ce temps a été très court. Et cela nous a permis de nous regarder et de voir qu'on était des frères. Cela nous a permis de voir que celui qui a les ressources économiques accumulées et celui qui était pauvre dans les communautés, on était la même chose. Et ça, c'était un critère pour construire la solidarité qui existait dans les peuples. Mais pourtant, après ces processus de mercantilisation et même pour les solutions sanitaires, et on est revenu à la même chose et parfois d'une façon plus violente. Donc, nous vivons ce temps où toutes les crises sont ensemble, n'est-ce pas? La crise alimentaire qu'on a mentionnée ce matin, la crise énergétique, la crise financière, sanitaire et morale. Aujourd'hui, la crise morale a envahi des espaces des États. Aujourd'hui, il n'y a rien de gratuit d'écouter que tous les jours, il y a de la corruption. Dans mon pays, tous les présidents ont été dénoncés et 3 sont en prison. Et nous vivons une insécurité qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a une crise terrible. Il n'y a pas de sortie. Et ces crises, y compris pour l'économie, c'est une possibilité, c'est une opportunité. On parle beaucoup des bonus du charbon, du réseau, où il faut payer pour que tu puisses garder les forêts, et ces forêts sont à moi. Donc cela devient une marchandise et les bons de charbon sont transférés de marché à marché et les peuples autochtones n'ont pas de participation. Alors à cette crise, dans les discussions, nous avons des discussions ouvertes, n'est-ce pas? Et on a travaillé une proposition pendant longtemps. On a parlé de ce qu'on appelle les bien-vivre des peuples autochtones dans la cosmovision autochtone. Ça veut dire c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on est en connivence. Pour nous, les territoires, comme nos frères de l'Afrique ont dit, pour nous, les territoires, c'est le passé, le présent et l'avenir. Ce n'est pas seulement un aire géographique où on développe les spirituels, notre langue, nos vêtements, nos aliments et nos lois, que d'autres les appellent des coutumes. Cela est en vigueur. Alors, vivre, qu'est-ce que c'est que bien vivre? Moi, je ne vais pas vivre mieux, parce que si je vis mieux, c'est au détriment d'autres. Mais le bien vivre, c'est vivre en harmonie. C'est avec les êtres humains, ensuite avec la nature et avec tout notre entourage. Parce que nous avons des histoires différentes, mais qui se ressemblent beaucoup aussi. Donc, c'est le respect pour toute forme d'existence de vie dans la planète. À partir de ce que... jusqu'à ce qu'on peut voir. On ne peut pas vivre sans. Il faut vivre en harmonie avec. Donc, bien vivre, c'est comprendre la détérioration causée par ces crises. Alors, l'harmonie et l'équilibre sont vitales et importantes dans ce processus, selon la proposition des peuples autochtones.
Donc, on nous dit que la civilisation est venue du dehors. Non, ici, on a eu des grandes civilisations et elles existent encore. Alors, dans ces territoires, il y avait des peuples qui étaient avec d'autres nationalités des territoires. Même l'empire de l'Inca était sur des peuples qui existaient des milliers d'années avant. Donc, l'économie n'a jamais eu un objectif d'accumulation, même pas maintenant. L'objectif, c'est de partager, c'est de satisfaire les besoins de tous et toutes. Et l'économie s'appuyait sur l'échange, les dialogues, l'équilibre et l'harmonie avec la mère terre, et la nature et nos organisations. Nous vivons dans cette dichotomie et dans les débats de deux visions, des modèles différents, les points de vue occidentaux et les points de vue autochtones. La vision occidentale va dire que la Terre, c'est un dépôt de ressources naturelles et dont on a besoin aujourd'hui et qu'il faut exploiter. Et que la Terre, c'est un bien qu'il faut l'exploiter pour produire. Et l'homme, c'est le centre de cette Terre. C'est le roi qui doit exploiter et répartir et disposer de ses ressources. Donc, on impose les paradigmes individualistes, racistes, verticalistes, et la progression est linéaire. Aujourd'hui, je commence ici et je finis là-bas. Alors la fin, c'est l'accumulation de l'argent. La vision autochtone est complètement différente. Nous faisons partie de la nature. On ne regarde pas la nature comme eux. Ce qui se passe, qui souffrent les autres, va nous arriver nous. Nous sommes des enfants de la Pachamama, de la terre-mère. De la même façon que l'eau, les animaux, les plantes et les forêts font partie de nous. Notre spiritualité n'est pas religieuse. Nous rendons hommage à la mère Terre et à la mère Terre, et parce que dans ce lieu sacré, on a les aliments. Et notre Dieu, on les voit, on vit avec lui. Alors, notre paradigme est avec la relationnalité. Les sons est coupé. Pardon, il a eu un problème technique. Seguimos. Nous continuons alors. Donc, je disais que notre paradigme est en relation avec la relationnalité holistique, notre spiritualité ancestrale, ancienne. Nous aimons ceux qui nous ont laissé l'héritage. La dualité existe et dans les mondes andins, tout a son père, le jour et la nuit, les hauts et les bas, l'homme et la femelle, l'homme et la femme. Donc, quand on voit les peuples, vous allez voir que tout se fait à pair. S'il y a des quartiers, il y a deux quartiers. Jamais c'est un pair. Tout est pair. Donc, cela est lié à la Croix du Sud et la Chicana. Donc, les progrès est communautaire. On ne pense pas à une seule personne, mais à tous. Donc, le peuple autochtone, nous savons que ce n'est pas une solution facile. Nous sommes dans une étape de discussion et on propose une réponse intégrale, changer les modèles pour revenir à l'équilibre et à l'harmonie avec la terre-mère. Voilà, pour nous, l'alternative, c'est les bien-vivre. Les bien-vivre. Dans ces bien-vivre, la démocratie doit être communautaire. Nous savons qu'il y a une démocratie représentative qu'il y a dans presque tous les États. On choisit quelqu'un pour une période et si elle fait du mal, on ne peut pas l'enlever. Il y a aussi une démocratie participative où tous écoutent
Et ils disent qu'ils ont participé et c'est tout. Par contre, dans la démocratie communautaire, ce que nous, on pratique, c'est l'exercice quotidien de consultation permanente des uns aux autres. Si quelqu'un fait du mal, il est révoqué. Et celui qui est au poste, c'est ce qu'il fait. Il obéit tout d'abord et ensuite il commande. L'Occident, l'autorité, met les personnes qui exercent par-dessus les autres. Donc celui qui est au pouvoir, on ne peut rien faire. Il n'est pas révoqué. Par contre, pour nous, c'est un serviteur. Il a une responsabilité, il fait attention à tous et toutes et il veille à ce qu'il y ait de l'amour pour tous, en équilibre et en harmonie. Oui. Et nous, quand on a un poste, c'est dual. Dans la démocratie occidentale, c'est un seul. Et il a un accompagnement, mais qui est seulement une décoration. Les Kamachiku au Quechua, c'est le fait de commander en obéissant. L'économie communautaire, dans les peuples, le travail, ce n'est pas une charge, c'est une fête. Nous travaillons ensemble. Dans nos terres, on fait des tâches en commun, etc. Presque toutes les fêtes dans les peuples sont liées à la production avec l'agronomie, parce que c'est une fête, tout est lié, ce n'est pas une obligation. Je vous ai déjà dit qu'on n'accumule pas. Les modèles actuels fait entreprise, non? Et c'est ce qu'il faut voir. Tous les processus est un changement. Nous, on a lutté plus de 25 ans contre l'intromission de l'industrie minière. Et maintenant, il y a des grandes corporations, ils nous ont gagné. Donc, l'État est plus sophistiqué avec toutes nos demandes. Il y a des ministères, il y a des secteurs qui vont fiscaliser tous les domaines environnementaux. Mais le fait qu'ils respectent ça, c'est ça les problèmes. Donc, maintenant, on est dans une autre étape. On commence avec la dispute économique. Et ça, c'est que si tu es dans mon territoire, on aura des alliés stratégiques dans la production. On ne va pas produire. Nous allons travailler dans les domaines environnementaux pour voir. Et tout ce qu'on fait, on le reçoit avec la discussion. Au Pérou, il y a plus de 180 entreprises communautaires qui ont du succès et tous sont en train de travailler. Donc, quand tu as déjà les ressources économiques dans la communauté, tu peux résoudre les propres problèmes que tu as parce que l'État n'arrive pas à ce peuple. Parce que nous, on ne fait pas partie de la structure de l'État. Voilà. Et les responsabilités sont réparties. Une personne de plus de 45 ans ne peut plus travailler parce que la loi ne le permet pas. Mais si tu as ton entreprise, tu as les réseaux. Ça, c'est un processus, un apogée qui est maintenant, qui existe maintenant. Et sûrement, avec les congrès qu'on a maintenant, ils vont effacer ce qu'on a réussi à faire. Au Pérou, les entreprises communales ne payent pas l'impôt aux revenus. Ça a été obtenu par les politiques publiques et un jour, on peut effacer cela. Donc, nous proposons cette économie communautaire. Ça veut dire c'est ce qu'on a appris à nous à répartir, c'est ce qu'on a gagné quand on était entreprise. C'est la même chose. Maintenant, c'est différent, n'est-ce pas? Alors, la solidarité, la réciprocité, la complémentarité, ça fait partie de ce processus. Les biens, on parle des biens naturels, on ne parle pas des ressources, sont dans nos territoires, de tous et pour tous. Donc, l'utilisation doit être utile pour ceux qui ont moins et qui vivent dans les territoires. Et on peut les utiliser avec notre consentement. Les conventions 169, la convention du... préalable, éclairé, informé. Et si on perd ça, on va perdre l'autonomie et le consentement. Parce que les domaines où on va ajouter des toxiques, on ne donne pas le consentement et l'autorisation. Alors, c'est un système avec autonomie. Au Pérou, les terres ont une autonomie. On peut décider sur nos territoires, sur nos ressources, et l'État n'intervient pas.
Les droits propres et les droits majeurs. Dans les peuples autochtones, on est avec des droits. Et ça, c'est les droits propres et les droits majeurs. Et avec cela, on meurt. Et tous, nous devons protéger cela. L'être le plus faible ont tous ces droits. Alors, ce système juridique doit priver le respect à l'être humain. Et de toute façon, quand quelqu'un se trompe, il est sanctionné. Il est puni, mais il ne va pas en prison. Il va à la chaîne qui tourne, qui doit voir cela, observer cela. Une fois qu'il a fini sa punition, il revient à la communauté. Jusqu'à pouvoir respecter cela. Dans la communauté, toujours les grands-parents ou à la maison, il faut raconter l'histoire de nos peuples et il faut visiter aussi les terres, les territoires, les frontières pour les garder. Et donc tout cela est basé sur les biens naturels parce qu'ils vont être des agriculteurs. Il y en a d'autres qui migrent, bien entendu, mais parfois ils rentrent, ils retournent chez eux. La pratique de l'enseignement ou la sagesse pratique des grands-parents ou des personnes âgées par rapport à la terre, comment cultiver, les usages et les coutumes, tout ça est enraciné dans la communauté. Et aussi, il faut rechercher et approfondir la technologie des peuples autochtones. Au Pérou, il y a 3200 variétés de la pomme de terre. La pomme de terre a sauvé les Européens de la famine. Elle est cultivée partout dans le monde aujourd'hui. Il y a énormément d'aliments dans les territoires des communautés. Et avec le Covid, on les a vus. Et il ne faut pas que ça devienne une marchandise pour les autres parce qu'on va perdre une partie de la biodiversité. Et il faut voir aujourd'hui la technologie. Le Covid a accéléré tous les processus. Nous, on fait aussi des rencontres virtuelles aussi. Avant, c'était très complexe. Aujourd'hui, on le fait par Zoom. Et donc, il faut apprendre tous ces outils-là parce que on pense que pour être autochtone, il faut être dans la campagne, il faut être pauvre, il faut mettre des espardilles, un poncho. Mais non, aujourd'hui, les autochtones conduisent des camions et ils sont aussi dans les ministères, etc. Donc, ils font tous ces développements, mais sans perdre l'identité communautaire. Alors, on va saluer le bien-vivre. La médecine traditionnelle nous enseigne que la maladie surgit quand il y a une perte de l'équilibre naturel. Pour prendre soin de la santé, on doit prendre soin de la vie et avoir dans un environnement sain. Parfois, quand on est dans la ville et qu'on revient à la campagne, on récupère l'un des grands mots qui est le stress. Va vivre 2 mois dans une communauté. Tu vas voir, tu n'auras plus besoin de médicaments. Ça suffit. C'est comme aller au cinéma tous les jours. Voilà, c'est ça. C'est dynamique. La santé, c'est le résultat de l'harmonie de l'être humain, son alimentation, le cosmos, le Pachamama et la société. Il faut contribuer avec la connaissance traditionnelle pour le traitement de plusieurs maladies actuelles parce que c'est une science collective. S'il y a des sages dans les communautés qui curent, qui soignent, il ne faut pas le perdre parce que si cette génération va le perdre, telle que la langue qu'on perd aujourd'hui dans plusieurs endroits. La souveraineté alimentaire, on doit la garder. Il faut avoir des aliments sains, riches et bons et il faut bien prendre soin des mangroves, des forêts, etc. Si on voit les ajustements de structure, le Covid, etc., dans les villes, il y a des mendiants, il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais l'aide n'arrive pas aux communautés. On est des pauvres, mais on circule. Et c'est l'une des choses qu'il faut conserver, qu'il faut apprendre. Des familles et des peuples, on travaille, on prend soin, on respecte, on vénère la terre, l'eau et on garantit
droit pour nous et pour les générations prochaines. On essaye d'éviter le brevet, les aliments génétiquement modifiés pour éviter la contamination dans les semences naturelles. On est encore en train de le protéger. Je l'ai déjà dit, la complémentarité homme-femme, tout a son père. On vit tous dans l'harmonie, tous les autochtones ont un père, un complément, je l'ai déjà dit, on travaille ensemble aussi. On complémente les rôles, on prête serment, on mérite du respect, tous les deux. Il y a des politiques publiques pour les bons vivre. Il faut changer les modèles d'inégalité sociale pour les bons bien vivre, pour une harmonie. Exercer notre droit au développement propre, c'est-à-dire à décider librement les développements auquel on aspire, n'est-ce pas? La zonification territoriale, économique et écologique, le contrôle, la gestion des programmes du gouvernement et la réduction de l'impact environnemental. Il y a des gouvernements qui essayent de manipuler, de diviser les organisations. Donc, avant d'être une aide, ils nous conditionnent et après, on voit qu'on a perdu ce qu'on avait. Les politiques publiques interculturelles, c'est là où il faut mettre l'accent. C'est là où on lutte pour que chaque ministère ait un autochtone, une autochtone en tant que représentant. Ce n'est pas les discours. Et les délégations qui vont être partout doivent être multiculturelles puisqu'on est un pays multiculturel. On ne fait pas grand-chose, mais on est là toujours. Pour nous, l'eau est un être vivant qu'on élève et qu'on reproduit. Donc, il faut protéger les sources, éviter la privatisation et la pollution. Donc, face à cette crise, les bien vivre reconnaît le soutien aux connaissances traditionnelles et stratégies propres à nos peuples, la réduction, l'adaptation au changement climatique pour pouvoir cohabiter, parce que le changement climatique est arrivé, il est là. On ne peut pas aller en arrière, il faut aller en avant. Donc, il faut reconstruire les biens vivre. Donc, les peuples autochtones ont fait cette proposition paradigmatique pour pouvoir reconstruire ensemble les biens vivre. En Bolivie, ils l'ont fait. Il y en a des politiques. Au Pérou, il y en a très peu. Mais les Nations Unies, aux Nations Unies, on en parle, mais il faut arriver à parvenir à un consensus. Nous, on reconnaît nos organisations supranationales ainsi que les États ont leurs organisations nationales. Nous aussi, on a des organisations régionales qui articulent dans les systèmes et on travaille de temps en temps, mais on travaille. Donc, au niveau local, les organisations locales, au niveau national, les organisations nationales et au niveau du système de l'OEA, Organisation des États américains, avec les organisations régionales qui travaillent depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Miguel. Quelle expérience, quelle sagesse, quelle lutte, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre, pour pouvoir penser, réfléchir, pour amener la pensée à la pratique. Donc, merci beaucoup. Donc, on va conclure ce deuxième panel et cette première journée. Je pense que je vois vos visages, je vous vois. Donc, je pense qu'on a été très productifs, que les échanges ont été réels et qu'on part d'ici tout en réfléchissant tel qu'on fait à chaque fois lors de ces rencontres. Est-ce que Axel, tu as des annonces à faire? Oui, je le fais. Donc, on va conclure. On vous remercie d'être là. On espère que vous aurez profité de ces 2 journées. On pense que c'est le cas. Donc, on vous attend demain à 10h pour notre deuxième journée avec 2 panels de plus, avec plus d'intervenants. Merci beaucoup et bienvenue à l'Université nationale d'Avellaneda. Oui.